Bonjour Virginie, Bonjour, Pascal. comment vas-tu? Ça va, merci. Je te remercie en tout cas Virginie d'avoir accepté cet échange. Je pense que ça n'a pas forcément été évident et que c'est peut-être une première, mais ça va évidemment bien se dérouler au fur et à mesure un peu des questions que je vais te poser, des réponses que tu vas apporter pour que l'entretien se déroule de manière fluide et agréable et qu'on se sente finalement l'un et l'autre extrêmement bien et bienveillant pour que les choses se déroulent au mieux. Euh, Comme d'habitude, évidemment, dans le cadre d'un échange au préalable, je regarde souvent un petit peu sur Internet s'il y a déjà des éléments, je dirais, pas de réponse, mais des éléments qui pourraient m'aider dans le cadre de l'échange. Et te concernant, j'avoue que j'ai pas trouvé grand-chose. Mais j'ai quand même trouvé, et je pense que c'est un point de départ qui me paraît intéressant. J'ai trouvé un texte que tu as écrit il y a déjà quelques années, si je ne m'abuse, c'était en mai 2019, euh, qui est repris sur un blog, je pense, et qui est intitulé La génération qui parle. C'est exactement sortir de l'emprise. Et donc je voulais lire ce texte qui, à mon sens, est un point d'amorce intéressant. Michel, ça fait longtemps que j'attends. Il vaut mieux l'écrire, ça pourrait être dangereux. Je ne pourrai jamais te dire pourquoi, parce que l'enfant est toujours blessé par les mots, par la peur d'être enfermé dans une cave dont la seule lumière est la fente sous la porte, par les coups de pied, par les coups de poing, par votre violence verbale et manipulatrice, par ses actes criminels, par la présence de son corps trahissant le nôtre, par l'indifférence, cette culture dont tu attendais la prescription à l'aurore de ton café. Pas de prescription pour moi. Ma marginalité me le permet. Aucune loi ne limite la parole. Ces enfants menacés et menaçants, prêts à tout pour de l'argent. Il n'y a aucun équilibre, pas de leçon à recevoir. Vos armes sont un détonateur commun. L'emprise invisible est enfin à son coucher. J'en suis la plume, je persiste et je signe. Et effectivement, tu signes Virginie Warluzel. Virginie, en fait, il est question d'emprise et de parole. Alors, ma première question est celle-ci. Est-ce que tu as l'impression que, en acceptant finalement cet échange, et c'est pas forcément été évident, c'était pas forcément fait du premier coup, c'est aussi une façon justement de sortir de l'emprise et de poser un pas de plus sur ton chemin? Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi une façon d'agrandir le cercle des recherches et d'avoir un droit de regard, euh, de, de, euh, ouais, vraiment de sortir de cette emprise et parce que forcément dans une recherche d'origine, on peut rester dans un cercle fermé et pas pouvoir ouvrir les portes. C'est ça. Et tu parles justement de recherche d'origine, donc tu parles d'emprise, de recherche d'origine. En fait, quel est, je dirais, le soubassement de tout ça? Quelle est la genèse? Quel est le problème, j'ai envie de dire, originel qui fait que tu es encore à la recherche à l'heure d'aujourd'hui? Ben, je suis née sous X, c'est quelque chose que j'ai appris brutalement à l'âge de 15 ans et dont je ne me doutais pas du tout, en tout cas consciemment, et qui a été verbalisé pour justifier mes actes de délinquance et qui était une fausse accusation puisque en fait c'était une façon de détourner mon attention sur cette recherche d'origine. Parce que forcément, quand on dit à un enfant, enfin à une adolescente, qu'elle est née sous X et que ça veut dire qu'elle ne pourra pas retrouver ni sa mère biologique, ni savoir quoi que ce soit sur son identité, ça veut dire forcément que cette personne va chercher quand même des réponses à tout ce questionnement, quoi, et à tout Hmm, ce parcours de vie. c'est ça. Et en fait, tu parles effectivement de l'âge de 15 ans où tu l'as appris. Tu l'as appris du coup dans quelles circonstances? Comment ça s'est déroulé, cette prise
de connaissances? J'étais suivie par une assistante sociale et j'allais de moins en moins, j'étais de moins en moins en contact avec cette famille. J'étais suivie par le juge des enfants. Et donc, mais je ne sais pas pourquoi, il m'a été imposé, enfin en tout cas pas imposé, mais on m'a dit que c'était important pour moi, que c'était qu'on allait m'informer de certaines choses, qui allaient pouvoir m'aider à comprendre. Donc, bon, à 15 ans, j'ai un peu subi ce rendez-vous, puisque moi, je ne voulais plus le voir, je ne voulais plus lui parler, et j'étais très heureuse qu'on m'éloigne de la famille, quoi. Hmm. Et donc, ce rendez-vous a eu lieu dans son cabinet médical, puisqu'il était médecin. Et donc, il a tenu à me parler seul. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il m'a dit... voilà, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je ne suis pas ton père, ce n'est pas ta mère. Tu es né sous X, tu es né sous X, ta mère était une pute, elle t'a eu à 17 ans. Et ton père était, elle ne sait pas qui est, c'est quelqu'un qu'elle a rencontré lors d'un voyage en Angleterre, un voyage linguistique avec l'école. Elle ne sait même pas qui est, et tu ne pourras jamais savoir. Et Voilà, ça, elle était dans le besoin financier, elle ne pouvait pas t'assumer. Et voilà, je ne cherche pas à en savoir plus. Voilà, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour toi, mais on n'y arrive plus. Donc, voilà, il faut que tu comprennes qu'on a été des parents aimants et que si aujourd'hui tu es une délinquante, c'est parce que tu as certainement ressenti toutes ces choses et que c'est ta façon de t'exprimer, quoi. hmm. Oui, parce que finalement, 15 ans, c'est évidemment jeune. Tu te souviens, toi, comment tu as, j'ai envie de dire, pris intérieurement la nouvelle, comment tu l'as digérée, quelle a été ta réaction? Ah oui, je me souviens très bien. Oui, j'étais très soulagée quelque part de savoir que ce monstre n'était pas mon père, mais quand même très choquée, vraiment choquée parce que je m'y attendais pas et c'était pas des questions que je me posais. Et, euh, et ma première réaction a été de sortir du cabinet médical et de demander à Madame Durand, que j'affectionne particulièrement, d'aller voir ma mère et de lui poser la question. Quelque part, j'y croyais pas vraiment. J'avais l'impression enfin, que comme si c'était pas vrai ce qu'on me racontait. Enfin, c'était assez bizarre, quoi. Enfin, j'étais un peu sous le choc, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, je suis allée voir ma mère, enfin, celle que je pensais ma mère, qui était, elle, dans la salle de bain, enceinte et en train de changer mon petit frère, si je puis dire. Et là aussi, j'étais seule. J'ai demandé à l'assistante sociale de m'attendre. Là, par contre, c'est moi qui demandais à être seule et je suis montée la voir. Et dans la salle de bain, je l'ai regardée en lui demandant, mais c'est vrai que tu es pas ma mère. Et là, vraiment, j'étais effondrée, quoi, en lui demandant ça. Et elle m'a regardée en me disant, enfin, vraiment sans aucune émotion, ne parle pas de ça avec moi. J'étais pas d'accord que ton père parle de ça. J'ai rien à te dire là-dessus. Va-t'en, quoi. Hmm. Ce que j'ai fait. Je suis repartie. Et voilà. Et ça veut dire, en fait, Virginie, maintenant, bon, tu avais 15 ans, évidemment, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, j'imagine. Donc, du coup, un petit peu, tu as encore des liens avec tes parents biologiques ou bien les ponts sont complètement rompus? Mes parents biologiques, c'est difficile de parler de ça. Ma mère biologique, que j'ai découvert et rencontrée à l'âge de 25 ans, est sur Perpignan. Je l'ai vue 2 ou 3 fois, mais
elle a couvert aussi tous ses mensonges. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, j'ai rapidement coupé les ponts aussi. Et mon père adoptif, donc, puisque je suis victime aussi d'une adoption plénière, lui est décédé en 97. Et ma mère adoptive, elle, continue de manipuler mon témoignage et ceux de ses enfants. C'est ça. Et comment, en fait, en t'écoutant, évidemment, je me doute bien que c'est une situation extrêmement douloureuse aussi. Du coup, évidemment, ma question, c'est de me dire, mais comment on fait pour se reconstruire avec ça? Si on parvient à se reconstruire, si on parvient à retrouver un équilibre à partir de morceaux épars. Ah ben, je sais. Non, il faut beaucoup de temps. Je pense que on fait la première sauvegarde, c'est l'oubli et la protection dans d'autres domaines, du coup. Mais bon, voilà, on finit par y revenir et avoir besoin de reconstruire l'histoire pour pouvoir avancer plus, enfin, et comprendre, quoi. On ne peut pas rester sans réponse. Il y a des réponses qui existent, contrairement à ce qu'on fait croire dans la religion, quoi. Justement, il y a des réponses claires qui existent, quoi, et qu'on peut trouver à force de persévérance dans les recherches. Hmm. Tu parles de recherche, en fait, quelles sont encore tes attentes? Qu'est-ce que tu recherches encore? Moi, je recherche plus rien, j'ai trouvé. Non, je recherche rien, je dénonce juste ben, un témoignage, que mon témoignage, il est aussi victime de l'histoire et que je pense qu'il est important aussi de le dénoncer et de prouver à quel point on peut être manipulé sans s'en rendre compte pendant des années et en subir toutes les conséquences qui vont avec. Hmm. Et tu n'es pas en fait un enfant unique, il y a d'autres membres dans la famille, d'autres enfants. Ah oui, oui, on est cinq de cette famille compliquée. C'est cinq dans cette famille compliquée, dont donc il y a moi qui suis l'aîné. En dessous de moi, les Bérangère et Jean-Baptiste avec qui j'ai grandi, donc mon frère et ma sœur, ce que je pensais mon frère et ma sœur. Et Henri et Sébastien et Anne Gerson, qui eux sont les deux derniers, qui sont nés, enfin, que j'ai peu connus et qui sont nés à l'époque où je suis partie, moi, de la maison. Hmm. Mais avec qui j'ai eu des rencontres et qui ont révélé aussi beaucoup de secrets familiaux, et pas des moindres, qui ont aussi réveillé tous les souvenirs et les questionnements et le besoin de réponse encore plus évident, quoi. C'est ça. Donc, avec entre guillemets la fratrie qui est la tienne, tu es parvenu à conserver des liens, je dirais, pas simplement épistolaires, mais des liens entre guillemets fraternels, des liens suffisamment forts pour quand même se retrouver, avoir quand même quelques racines qui permettent un peu de se nourrir, je dirais intérieurement. Non, pas du tout. Non? Avec les deux avec qui j'ai grandi, les ponts, ils ont coupé complètement le contact. Ils sont très proches de leur mère. Et ils sont intervenus auprès de moi ces 10 dernières années uniquement pour des histoires d'héritage, sans même qu'on s'en rencontre, en passant par notaire. Donc voilà, Hmm. alors qu'on avait quand même une histoire forte et une enfance commune. Et le petit frère, lui, a poursuivi la reproduction de menaces et d'humiliations et d'emails, beaucoup de démarches
perturbante. Et par contre, la dernière de la fratrie, c'est assez incroyable. Avec qui on a pu évoquer tout ce lourd passé et échanger justement beaucoup d'informations dont chacune n'avait pas les tenants ni les aboutissants, et ce qui a permis de faire aussi beaucoup de liens, mais ce qui l'a aussi condamné à l'exil à l'autre bout du monde Hmm, sous les menaces hmm. de Je- toutes ces révélations et de toute cette emprise qu'on pouvait qu'à nouveau constaté et qui se reproduisait 30 ans plus tard dans les mêmes hmm. conditions. Mais c'est vrai que je pense évidemment que c'est important quand on n'a pas les réponses de ses propres parents, que le secret évidemment entoure ses origines, euh, et que du coup il y a un trauma qui est là et qui reste quelque part sans réponse. C'est évidemment extrêmement important d'avoir le cas échéant des frères et sœurs avec lesquels à un moment donné, en tout cas, pouvoir ouvrir une brèche et faire lien pour un petit peu se sentir moins seul et essayer de comprendre en miroir sa propre histoire, celle de son frère, de sa sœur, et de recoller quelque part aussi les morceaux. Donc, quand évidemment c'est possible, je crois que c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir au moins se retrouver soi au travers des liens que l'on peut renouer ou nouer avec ses propres frères et sœurs. Ouais, c'est délicat parce que ça réveille aussi Oui. beaucoup de souvenirs forts et communs, enfin des souvenirs où parfois il y a besoin d'être encadré ou soutenu Hmm. pour les supporter. Ben oui, c'est ça. Et ça, je pense évidemment que c'est quelque chose parfois que les personnes extérieures à ce type de problèmes qui n'ont pas vécu cela ont du mal à comprendre évidemment l'impact que de difficultés familiales peuvent effectivement générer toute une vie durant dans l'existence d'une personne, avec tout ce qu'il y a d'handicapant dans les moindres faits et gestes du quotidien aussi. C'est pas simplement quelque chose auquel on pense de temps en temps, mais c'est quelque chose qui, quelque part, nous constitue. On nous habite complètement. Hmm, Oui, hmm. oui, ça Je peut fais, être du jour, de la nuit. ouais. de... Oui, c'est c'est- ça. C'est peut-être ça qu'à un moment donné, il faut que les personnes qui entendent comprennent aussi. C'est que si évidemment tout n'a pas été entre guillemets rose, peut-être qu'à un moment donné, on peut prendre conscience d'une situation et peut-être faire effectivement du coup un pas. Parce que je pense que finalement, dans une famille dysfonctionnelle, tout le monde est perdant. Même s'il y en a qui réagissent différemment, même s'il y en a qui veulent absolument garder le secret, ne pas dire, être dans une optique de fuite. Finalement, fuir n'est jamais la solution. On ne fuit pas son passé, il nous rattrape toujours au tournant. c'est ça, tout à fait. Et puis, tant qu'on fuit, on est dans des reproductions systématiques euh, qui en sont même incroyables, tellement elles sont reproductives, quoi, vraiment, quoi. Dans sa vie de couple, dans son éducation, auprès de nos enfants, et nos enfants, pareil, dans leur reproduction, dans leur personnalité. C'est intergénérationnel, c'est rien de le dire, hein. Oui, tout à fait. Il faut C'est- demander couper les liens toxiques ou en tout cas reprendre sa vie en main et donc refaire un peu cette histoire à l'envers et voir là où ça dysfonctionnait. Je disais en fait Virginie en commençant que en faisant quelques recherches sur le net, j'avais pas trouvé grand-chose sur toi si ce n'est ce magnifique texte en introduction. Par contre, j'ai trouvé davantage sur Dominique Warluzel, qui, dit-on sur le net, est ami des stars, avocat qui voulait être acteur. Et en 2012, en fait, il signe une première pièce de théâtre qui s'appelle Fratricide. Il s'agit de deux frères ennemis qui se retrouvent à l'issue des funérailles de leur père. Et c'est un procès, dit-on, à huis clos autour d'un testament aux modalités surprenantes. J'ai un peu l'impression que quand on est artiste, évidemment, on puise dans son histoire personnelle. Ce sont finalement les histoires peut-être les plus crédibles parce qu'on sait d'où elles viennent, d'où on parle. Cette pièce de théâtre, en fait, j'imagine qu'elle te parle, que ce n'est pas innocent. Oui, tout à fait. Ben, surtout,
que moi j'ai découvert l'existence de Dominique par hasard, étant donné que dans la famille, c'est quelqu'un dont on ne parlait jamais ou très rarement. Et, euh, et de lire le sujet de sa pièce, de lire aussi son parcours, correspondait quand même bien à la famille et à son histoire, son passé militaire. C'est une famille de militaires, et 11. Et lui renonçait justement à ses liens en les dénonçant et pourtant avait un peu le même fonctionnement. Et cette pièce de théâtre en est aussi une preuve. C'est ça. Donc quelque part, c'est un peu, j'imagine pour toi, comme pour d'autres peut-être, une pièce du puzzle qui permet un peu de reconstituer justement cette vie fragmentée avec avec les secrets qu'elle a pu porter. C'est ça. Je me dis forcément que je ne suis pas la seule dans ces secrets de famille que personne ne veut me révéler et et que tout le monde porte comme un trophée, alors que pour moi, c'en est pas un du tout. Mhm. C'est pas un pilier sur lequel on peut s'appuyer et la réputation n'en est pas moindre. Ouais. Et je sais aussi, Virginie, que prendre la parole comme tu le fais, c'est souvent le fruit d'un très long cheminement entre le moment où on fouille, le moment où on prend conscience, le moment où on a envie d'écrire, comme tu l'as fait dans un texte, mais peut-être plus encore le fait de prendre la parole à visage découvert. On disait tout à l'heure, j'imagine que c'est partie de ton cheminement, mais qu'est-ce que tu en attends finalement? Qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi, personnellement, dans le cadre de cet échange, et qu'est-ce que ça peut, le cas échéant, apporter aux autres qui nous écouteront et peut-être, qui sait, à l'un ou l'autre membre de la famille. Comment tu vois cet échange? Comment tu le ressens? Qu'est-ce que tu en attends finalement? Ben, moi, petite, la parole, c'est quelque chose qu'on m'a coupé rapidement. Et on m'a coupé la parole verbale par la violence et les coups. Les enfants avaient absolument pas le droit de parler. C'était une éducation catholique très stricte, imposée par la violence. Donc, rapidement, l'enfant se tait et obéit. Et puis par l'écriture aussi, étant donné que j'ai commencé comme beaucoup d'enfants à écrire dans un journal intime et il a été trouvé par Michel, donc ma mère adoptive. Et je l'ai retrouvé dans un état avec mon journal intime dans les mains en me disant que j'avais écrit des horreurs, que c'était que je disais des choses horribles alors que moi, c'était mon journal de bord, je racontais mon quotidien et elle a attendu qu'il rentre en lui révélant ce que j'avais écrit dans mon journal intime et c'était vraiment horrible. Et lui a bien sûr été violent pour stopper mes écrits. Et bon, je n'ai plus jamais de journal intime, ni même eu l'envie d'écrire, ou très rarement pour me dépasser sûrement. Et c'est un peu ce que je fais aussi aujourd'hui avec vous. Mhm. Parce que je me rends compte aussi que c'est quand même des choses qui pourtant ont été vitales et ont été une façon de trouver un moyen de dénoncer mes peurs, mes angoisses et, et, et de parler à quelqu'un, étant donné que je pouvais m'adresser à personne, n'étant que dans un milieu fermé. Mhm. Mais c'est vrai que la parole libère et je trouve que tu le fais effectivement très bien, Virginie. Tu parlais de Michel, effectivement, c'est précisément cette mère adoptive à qui tu adressais ces mots que j'ai lus d'entrée de jeu. Euh, Quand je t'entends, en fait, j'ai l'impression, mais tu pourras me corriger ou compléter, mais que finalement, cette maltraitance que tu as vécue, elle est double. C'est-à-dire qu'il y a une maltraitance qui est clairement de l'ordre familial, mais que finalement, c'est greffé là-dessus quelque chose qui n'a pas été libérateur du tout, mais qui peut-être en fait encore davantage, c'est la religion catholique. Est-ce que tu es d'accord avec ma manière de présenter les choses? Tu peux éventuellement compléter?
Ah oui, tout à fait. Ben, pendant longtemps, j'en ai pas pris conscience en me disant que, enfin, je pense que j'avais besoin d'espérer, que c'était une façon d'espérer, jusqu'au moment donné où quand même on finit aussi par ouvrir ses recherches et ses connaissances et prendre conscience que la religion met à genoux des enfants de 6 à 12 ans en leur inculquant qu'ils sont des pécheurs, qu'il faut qu'ils soient pardonnés, faire croire à une vie éternelle, enfin, être dans tout ce carcan, ce mouvement entre 6 et 12 ans, dans une période de vie où on est vraiment petit et enfant et une éponge euh, qui forcément a imposé une soumission de ma part et m'a pas permis d'ouvrir les yeux ni de me confier à qui que ce soit qui m'a tendu la perche. Euh, Parce que voilà, quoi, rien que la position physique est une humiliation et être à genoux, prier, être éduqué et enseigné par des sœurs aussi strictes que dans le cercle familial, ça ne peut pas permettre à un enfant de s'épanouir d'être et d'être libre ou de se construire même. C'est ça. Donc ça a été aussi pour toi un chemin de déconstruction que de prendre finalement tes distances par rapport à la religion qui t'a été inculquée très jeune. C'est ça, Hmm. tout à fait. Oui, et puis la religion aussi, qui excuse beaucoup de comportements de la part de tous ces adultes qui m'entouraient et qui disaient qu'ils avaient fait un acte de bonté en m'adoptant, en s'occupant des enfants. Ils étaient Dieu en personne, c'est ce que Dieu aurait fait à leur place. Hmm. Enfin, voilà, vraiment un héritage culturel et qui couvre un héritage financier au final. Hmm. C'est ça. Peut-être que les motifs réels sont moins nobles que ceux qui sont mis en avant. C'est ça, tout à fait. On est bien d'accord. Hmm. Mais Virginie, on a évidemment déjà eu l'occasion d'échanger avant, notamment sur Facebook, et c'est vrai que j'ai aussi, je le dis sans difficulté, j'ai aussi parfois ce côté un peu trash dans la manière de m'exprimer, notamment autour de la religion, parce que je pense que quand on a vécu des choses extrêmement douloureuses et qu'on en a pris conscience, on a parfois dire les choses de manière claire, nette et sans détour, ce qui parfois est compliqué à comprendre pour certaines personnes qui, quelque part, décrédibilisent notre propos par le fait même justement d'être aussi virulent. Mais c'est vrai que parfois, dans nos échanges, dans les échanges que tu peux avoir avec d'autres, tu es très trash aussi par rapport à cette religion. Et on sent bien quelque part qu'elle a été vraiment un vecteur d'enfermement sur toi. Et que finalement, elle n'a fait que, que te rendre la vie encore plus compliquée. Ah, c'est clair. Moi, je suis rentrée j'ai fait la maternelle et l'école, mon premier, enfin, le début d'un CP dans une école semi-privée. Donc, j'avais encore un petit accès à la parole que j'ai dû certainement, dont j'ai dû certainement profiter. Et dans les 3 mois qui ont suivi la rentrée, j'ai été placée en pensionnat chez les Dominicaines, avec donc, un enfermement encore plus, euh, encore plus strict. Hmm. Je voulais, Virginie, te lire un petit passage d'un livre que j'aime beaucoup, qui est de Charles Juliet, qui s'appelle Le jour baisse. Et je t'invite à écouter attentivement ces quelques lignes, parce que j'aurais souhaité que tu puisses y réagir, voir ce qu'elles évoquent en toi, dans ton propre parcours de vie. Peut-être puis-je rendre compte ici de ce qui, à l'époque, en dépit de tout et au rebours de toute vraisemblance, cohabitait dans mon pédoui intérieur. D'une part, j'étais au plus bas,
épuisé, incapable de surmonter la détresse dans laquelle j'étais enlisé. D'autre part, j'avais la farouche conviction que rien ni personne ne pourrait me faire dévier de ma route. Oui, bien sûr que ça me parle. Je vois l'enfant que j'étais enfermé dans un silence par, par le cercle familial et par le cercle religieux. Ajouter à ça un sirop pour dormir, tellement j'en arrivais pas à dormir. Et en même temps, cette rage de pas comprendre et d'avoir besoin de sortir de ce cercle et de ce cadre, parce que c'est d'un cadre fermé et, et incompréhensible. Hmm. Quand on est enfant, on a quand même une lucidité. Je sais pas si c'est une rage, je pense que c'est une lucidité qu'on perd en grandissant. Hmm. On est sous emprise. Oui, oui, bien sûr, mais justement, c'est ça qui est intéressant, entre guillemets, c'est que euh, certains, évidemment, ne s'en sortent jamais, entre guillemets, c'est-à-dire que par rapport à certains vécus dans une même famille, certains de la fratrie peuvent effectivement terminer complètement drogués, complètement délinquants. Tu parlais de la délinquance quand tu avais 15 ans, ou peuvent effectivement en venir à se maltraiter au point finalement de sauter la vie. Donc, pour toi, j'ai envie de dire, quel a été ce ressort qui fait que tu as rebondi et que tu ne t'es pas laissé détruire dans la délinquance ou éventuellement par d'autres moyens? C'est d'abord la rencontre avec des gens qui tenaient la route, même si elle n'a pas été très longue, elle a été marquante. Après, c'est le fait d'avoir eu des enfants qui m'a aussi remis sur une route auquel j'aspirais. Et puis après, le retour à l'écriture qui m'a vraiment permis de, de continuer mes recherches, mais plus autour de moi, mais en moi, vraiment, en me questionnant, est-ce que j'avais pas déjà, moi, certaines réponses que je voulais pas voir. Hmm. Donc l'écriture est parmi d'autres un moyen de décantement pour faire retour sur soi et aller chercher au plus profond ce qui nous habite et que l'on avait peut-être effectivement caché jusqu'alors. En tout cas, pour moi, oui, Ouais. un grand, un grand secours. Une façon, justement, quand on est dans le silence, c'est une façon de peut-être s'entendre, parce que dans le silence, on s'entend peut-être plus, et en écrivant, ça fait écho forcément, et on est obligé de s'entendre, de s'écouter. Et voilà, ça permet aussi, du coup, d'avancer, et à ce moment-là, de se retourner aussi vers les autres et d'entendre un peu plus la critique. Hmm. Et donc si j'entends bien, Virginie, en ce moment, tu es en train d'écrire alors. J'écris beaucoup, j'écris souvent, oui, ça me fait du bien. Et tu écris en fait dans l'optique éventuellement de livrer tes mots à d'autres personnes pour pouvoir les rejoindre et entrer en lien avec, avec de potentiels lecteurs ou tu écris uniquement pour toi? Ah, j'écris, je crois pour moi, vraiment. Et après, parce que, mais à force d'écrire pour moi, je pense que c'est aussi important de témoigner de mon parcours, parce qu'il peut être aussi une solution, des réponses ou un moyen d'ouvrir les yeux à d'autres personnes ou à d'autres recherches qui sont vitales pour le monde. Ouais. En fait, c'est vrai que
la libération de la parole passe évidemment aussi par l'exemple des autres. C'est-à-dire que si tu prends la parole, c'est pas simplement la théorie, tu poses un acte fort et du coup tu peux aider d'autres personnes aussi qui sont encore timorées, qui n'osent peut-être pas encore l'apprendre. Ils se disent peut-être, ben, si elle l'a pu le faire, s'il lui a pu le faire, je peux peut-être y arriver aussi. Et ça fait boule de neige et et je dirais sur un plan individuel ça aide, mais sur un plan collectif ça aide aussi évidemment. C'est pour ça que j'ai accepté votre, votre partage, votre échange. On a tenu bon. On a tenu bon pour que ça puisse effectivement se faire. C'est très bien. Mais tu parlais tu parlais de tes 15 ans tout à l'heure. Je voudrais y revenir parce que ça m'a fait écho aussi à un livre. J'en ai parlé sur un groupe privé Facebook. Chercher la source. J'ai acquis et j'ai lu un livre qui m'a vraiment beaucoup touché en fait. Qui s'appelle Une fêlure, comme on peut effectivement en avoir tous, même si elles peuvent être diverses. Et on a parlé déjà un petit peu de ta propre fêlure. Et lui, en fait, il dit notamment ceci dans son livre. Ce sont des mots extrêmement ramassés, mais en très peu de mots, il arrive à dire, je trouve, énormément de choses. Et je pense que ça peut aussi nous parler et te parler. Là pour le coup, c'est l'âge de 13 ans et pas de 15, mais il dit ceci. J'ai 13 ans et j'ai peur du monde qui m'entoure. J'ai 13 ans et je me coupe un peu plus du monde qui m'entoure chaque jour. J'ai 13 ans, j'ai peur de rentrer chez moi. J'ai 13 ans, je m'enferme chaque jour un peu plus en moi. Je lance des signaux d'alerte, mais personne ne semble les voir, les comprendre. J'ai 13 ans et je sais que je ne vais pas m'en sortir. C'est un peu ce qu'on disait, effectivement, on peut se rendre compte d'un problème, d'un mal-être intérieur extrêmement fort, mais ne pas savoir comment en sortir, et finalement, effectivement, ça se termine mal, et on n'en sort pas. Et toi, de fait, tu as réussi à en sortir, mais on voit bien que que le mal-être, évidemment, ben, il commence très tôt, et éventuellement, la conviction qu'on n'en sortira pas peut aussi débuter très tôt, d'où ce drame, d'où cette tension intérieure, parce qu'on n'a que 13 ans, on n'a que 15 ans, et on se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour continuer à vivre comme ça le restant de mes jours? Ah oui, moi je me dis ça, j'ai 6 ans quand je me dis ça. J'ai, je vis dans une violence telle que je pense à l'empoisonner avec mon sirop pour dormir, qu'on m'a donné pour un psoriasis géant, important. Et je ne vois vraiment pas de quelle façon quand on est enfant et qu'on a 6 ans, on ne sait pas qu'il y a autour de soi des gens à qui on peut s'adresser. Donc, on croit que c'est où on est dans notre famille, ou c'est le vide de dehors, quoi. Donc, on- enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'avais 6 ans. Donc, après, pour sortir de ça et imaginer que c'est possible, c'est difficile. C'est ça. Et c'est peut-être difficile aussi parce que dans un premier temps, on a l'impression que ce que l'on vit, finalement, tout le monde le vit. C'est-à-dire que il y a peut-être des difficultés intérieures que l'on vit, mais finalement, on se dit, bah, c'est normal, tout le monde vit ça, il n'y a pas à se poser de questions. Et donc, quelque part, à partir du moment où c'est normal, il y a pas à en sortir, du coup, il n'y a pas à chercher à en sortir, puisque c'est comme ça pour tout le monde. C'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Et puis, quand on est dans un milieu qui est sectaire, on est entouré de gens qui sont éduqués, en tout cas qui respectent les mêmes codes et les mêmes comportements et qui, entre eux, se soutiennent. Donc, il est impossible pour l'enfant de se dire, de toute façon, la moindre confidence sera réprimandée. À l'époque, on disait, t'es un enfant, tais-toi, obéis, tu Ouais, fabules. oui, la chape de plomb est totale. C'est ça, tout à fait. Virginie, il y a un élément ou un autre que tu souhaitais encore ajouter pour quelque part, j'ai envie de dire que le tableau soit complet ou que la pièce du puzzle soit effectivement une pièce essentielle que tu souhaitais éventuellement ajouter. Hum, non, je sais pas, je vois pas. Euh,
Non, D'accord. non. Parce que c'est pas toujours simple, évidemment, dans le cadre d'un échange spontané, parce que j'aime les échanges spontanés, ça n'a pas été particulièrement préparé entre nous. Mais donc, j'aime aussi, évidemment, m'assurer que la personne qui accepte de parler ait vraiment le sentiment d'avoir pu, non pas vider son sac, mais en tout cas dire l'essentiel de ce qu'il habitait et l'essentiel de ce qu'elle voulait, du coup, dire dans le cadre d'un échange pour qu'il soit le plus complet et le plus, j'ai envie de dire, performatif pour la personne elle-même. Ouais, je, je crois que l'espoir d'avoir des réponses, on, on finit forcément par plus l'avoir et par même plus le reconnaître, mais que, mais que quand même, euh, il y a vraiment ce besoin de construire des origines claires et que scientifiquement, ces réponses, elles peuvent être données et verbalement et amicalement et que l'entourage a aussi toute son importance et même si le silence est réconfortant, c'est important de le partager aussi, ce silence. Mhm. Tu parlais aussi du mot attente. Je me demande si pour beaucoup de personnes, effectivement, il n'y a pas une recherche qui est nécessaire dans un premier temps, mais il y a des choses, effectivement, qu'on n'obtiendra jamais, des réponses qu'on n'obtiendra jamais, des reconnaissances que l'on n'obtiendra jamais par rapport au mal qui a été commis. Et donc, à un moment donné, euh, on tourne aussi une page et on cesse peut-être d'attendre en se disant qu'attendre, parfois, c'est encore vouloir, encore pas vouloir, mais au moins, c'est encore garder quelque part un lien vers le passé et donc pour le coup un lien toxique alors que se libérer complètement parfois c'est justement se dire je fais ma vie et je n'attends plus rien des autres. Non, moi quand même, je pense que prendre la parole, c'est aussi la seule façon de ne pas être complice de ces comportements. Parce que d'une certaine façon, même en étant victime, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, tant que c'est pas verbalisé ou écrit, je participe, je le vis comme en étant une complice directe ou indirecte Mhm. et quelque chose avec lequel je ne peux pas vivre. C'est ça. Mais Voilà. je veux dire une attente par rapport à tes parents, par exemple, tu vois, une attente par rapport aux personnes qui, quelque part, n'ont pas été adéquates et ont fait en sorte que tu en as souffert. À un moment donné, tu sais qu'ils sont ce qu'ils sont et que finalement, ils vont pas forcément faire un geste vers toi, mais que c'est quelque chose d'irrémédiable et du coup, tu tournes la page par rapport à cette situation vécue. Oui, 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 voilà, je suis plus dans cette recherche C'est ça. obsessionnelle de repères, de tuteurs ou affectifs ou ouais, parce que Ouais, c'est aussi une dépendance quand on est c'est éduqué de cette ça. façon. D'accord. Écoute Virginie, je te remercie en tout cas pour cette prise de parole, du coup, qui était pour toi, je pense, une première, et je te souhaite évidemment une excellente continuation, notamment à travers ton travail d'écriture et ce journal que tu as pu reprendre après avoir été contrainte finalement de l'arrêter quand tu étais encore adolescente. Un tout grand merci. Merci à vous, Pascal. Merci, à bientôt. À bientôt.